Bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on s'aventure un peu dans les coulisses d'un grand musée, l'Ermitage, pour y dénicher des trésors un peu cachés. Pas forcément ceux qui attirent les foules, hein, mais plutôt des dessins anciens, parfois oubliés pendant des siècles dans des réserves ou même collés au fond de vieux albums. Il y a quelque chose de vraiment exaltant dans l'idée de ces redécouvertes, je trouve. Et justement, notre sujet aujourd'hui, il nous plonge au cœur de la Renaissance allemande, avec des dessins exceptionnels conservés là-bas, à l'Ermitage. On va s'intéresser à des œuvres dont l'auteur a été identifié assez récemment grâce au travail méticuleux vraiment des chercheurs du musée. Alors, toutes ces infos viennent directement de leurs recherches, de leurs analyses. Notre mission, si on veut, c'est de comprendre comment ces feuilles, parfois anonymes pendant très longtemps, reviennent à la lumière pour décortiquer tout ça. Peut-être déjà rappeler que l'étude des dessins anciens, c'est un domaine assez complexe. Parce que, contrairement aux peintures, ils sont très souvent anonymes, rarement signés, pas toujours documentés. Et puis, les créateurs sont très divers. On pense aux peintres célèbres, bien sûr, mais il y a aussi des sculpteurs, des architectes, des maîtres verriers, même des artisans, des amateurs doués. Du coup, identifier un auteur, ça relève souvent de l'enquête, vraiment. Une enquête qui doit être compliquée aussi par certaines habitudes de l'époque. Je pense notamment à cette pratique de coller les dessins dans des albums. C'est ça. Exactement. Oui, oui, c'était une manière très très répandue de collectionner les dessins, et ce, dès le XVIe siècle. L'Ermitage en conserve d'ailleurs plusieurs de ces albums. Ils sont précieux, bien sûr, mais ils posent des défis considérables pour l'étude, j'imagine. Des gros volumes avec des œuvres collées page après page, sans ordre logique apparent, hein. C'est tout à fait ça. Les collectionneurs y mettaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils trouvaient, sans forcément suivre une chronologie ou une école particulière. Alors pour étudier, c'est difficile, et pour exposer, c'est quasi impossible sans les démanteler. Ce qui nous amène d'ailleurs à une question de conservation. Pendant longtemps, au XXe siècle surtout, la pratique courante, qu'on jugerait aujourd'hui un peu barbare peut-être, c'était de découper les pages, d'extraire les dessins qu'on jugeait importants. Ah oui, on sacrifiait l'album pour sauver certaines feuilles, en gros. En quelque sorte, oui. Heureusement, notre regard a changé. Aujourd'hui, on considère ces albums comme des objets historiques, culturels en soi. On essaye de les préserver intacts, parce qu'ils racontent quelque chose, sur le goût d'une époque, l'histoire d'une collection. On extrait une feuille que si elle est vraiment exceptionnelle et que sa conservation ou son exposition l'exige absolument, vraiment en dernier recours. D'accord. Et est-ce qu'on a un exemple concret à l'Ermitage qui montre bien ça, ces albums, ces pratiques? Oui, on peut penser à un album qui vient de la collection du comte Heinrich Brühl. C'était un ministre très influent au Saxe, et Catherine II a racheté son énorme collection au XVIIIe siècle. C'est un magnifique volume, très grand, un des 14 albums de dessins de cette collection Brühl. Il s'ouvre même par une page de titres gravée spécialement pour lui, avec son nom, ses titres, ses armoiries. À l'intérieur, on trouve des œuvres par exemple du peintre néerlandais Abraham Blomeart qui sont collées. Mais on voit aussi très très clairement les traces d'anciennes découpes, des silhouettes vides là où des dessins ont été retirés bien avant que l'Ermitage n'adopte une approche plus conservatrice. Et il existe des albums encore plus anciens, peut-être moins abîmés par ces découpages? Alors oui, il y en a un qui est particulièrement remarquable. Sa reliure en cuir et date probablement du milieu du XVIe siècle, peut-être même un tout petit peu avant. On ne sait rien de son premier propriétaire, par contre. Il est arrivé à l'Ermitage vers la fin du XVIIIe siècle. Là, les dessins sont collés de manière un peu moins agressive, on va dire. Et les inscriptions qu'on a ajoutées plus tard sont souvent complètement fantaisistes. On trouve des Raphaël, des Michel-Ange, attribués sans aucune base. Mais ce qui est fascinant ici, c'est justement son ancienneté. C'est un des très rares témoins qui nous restent des toutes premières formes de collection de dessins en Europe. Même si la qualité artistique dedans est très inégale, ça va du passable à l'amateur, sa valeur comme document historique, elle, est immense. C'est une sorte de capsule temporelle du collectionnisme naissant. C'est fou. Et c'est justement dans ce vieil album du XVIe siècle qu'une découverte particulièrement excitante a eu lieu. C'est bien ça? Tout à fait. Au milieu de feuilles assez modestes, un dessin a vraiment attiré l'attention des chercheurs. Par sa qualité évidente et son style aussi, manifestement ancien. C'était une scène de la Nativité. Vu son importance, il a été très soigneusement décollé de la page et monté individuellement, pour sa conservation et pour pouvoir l'étudier correctement. D'accord. Et l'enquête a mené où? On a pu lui donner un nom?
à ce dessin? Oui, et c'est une attribution majeure. La composition de ce dessin correspond, mais alors très précisément, à une peinture qui est datée de 1479. Cette peinture se trouve dans l'église Sainte-Marie à Zwickau, en Allemagne, et elle est documentée comme une œuvre de Michael Wohlgemuth. Wohlgemuth. Oui, un peintre majeur de Nuremberg. Et surtout, Wohlgemuth, c'est le maître chez qui Albrecht Dürer a fait son apprentissage. Ah oui, quand même. Le maître de Dürer. Mais alors, ce dessin, c'est une simple copie de la peinture de Zwickau. Non, justement pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on compare attentivement, on voit des petites différences. Des détails qui varient entre le dessin et la peinture. Ça suggère que le dessin n'est pas une copie faite d'après la peinture, mais plutôt un modello. Ah, modello. Oui, c'est-à-dire un dessin préparatoire très abouti, réalisé avant la peinture, probablement pour être montré au commanditaire, pour avoir son approbation avant de commencer le tableau. Un modello. D'accord. Et c'est fréquent de retrouver à la fois ce type de dessin préparatoire et l'œuvre finale, surtout pour cette période en Allemagne. Le modello et la peinture correspondante, c'est une chance, mais incroyable. Ça rend l'attribution à Wohlgemuth, ou du moins à son atelier très proche, quasiment certaine. Pourtant, il me semble avoir lu qu'il y avait une inscription Albrecht Dürer sur le dessin à un moment donné. Comment on explique ça? Oui, effectivement. Une inscription ancienne, probablement ajoutée au XVIIIe siècle, portait le nom Albrecht Dürer. Et le dessin a même été enregistré sous ce nom prestigieux en arrivant à l'Ermitage. Mais bon, dès le XIXe siècle, les connaisseurs ont corrigé ça. Le style leur semblait beaucoup trop archaïque, trop gothique pour Dürer. Et ils avaient raison. La peinture date de 1479. À cette date, Dürer, il avait quoi? 8 ans à peine? Donc impossible qu'il soit l'auteur de ce dessin si maîtrisé. Il a pu le voir, plus tard, dans l'atelier de Wohlgemuth, mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Logique, en effet. Et techniquement, il est fait comment, ce dessin de Wohlgemuth? C'est quoi la technique? C'est un travail très fin à la plume et à l'encre brune pour les personnages principaux. Les visages sont délicatement rehaussés d'un léger lavis rose. Un lavis? Oui, c'est de l'encre colorée, très diluée, appliquée au pinceau pour suggérer la couleur de la peau. C'est très subtil. Ce qui est assez charmant aussi, c'est le contraste entre cette application très minutieuse, au premier plan, et le paysage derrière qui, lui, est esquissé beaucoup plus librement, presque, désinvolte. On remarque aussi une petite zone qui semble avoir été redessinée, peut-être suite à une demande du client après avoir vu justement ce modello. Fascinant. Donc, les albums anciens, c'est une première source de découverte. Est-ce qu'il y a d'autres gisements de trésors cachés à l'Ermitage pour ces dessins allemands? Absolument. Une autre source, peut-être encore plus spectaculaire par son histoire, elle vient de fonds de dessins qui sont restés très longtemps non triés, et en particulier de la collection d'un certain Ivan Ivanovitch Betskoy. Ah oui, l'histoire de la collection Betskwe. Racontez-nous, elle est assez incroyable, non? On dirait une fiction. C'est presque ça, oui. Imaginez, on est en 1923. Il y a des travaux dans la bibliothèque de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad à l'époque. On déplace de vieilles armoires dans les combles. Et là, sous des tonnes de poussière, on découvre plus de 30 albums anciens et des liasses de feuilles. Au total, près de 7000 dessins européens, essentiellement des 16e, 17e, 18e siècles. Une trouvaille, mais colossale, oubliée là depuis des décennies, voire plus. 7000 dessins. Incroyable. Mais d'où venait cette collection? Comment elle avait pu être oubliée comme ça? Alors les recherches dans les archives de l'Académie ont permis de reconstituer l'histoire. Cette collection elle a été rassemblée par Ivan Betskoy. C'était une figure très importante de la cour de Catherine II. Il l'a réunie lors d'un long séjour à l'étranger, dans les années 1750-1760. Et à son retour, Catherine II, qui venait de fonder l'Académie des Beaux-Arts, elle a offert cette énorme collection à la nouvelle institution. C'était en 1767, pour servir de matériel pédagogique en fait. Apparemment, elle a été utilisée un certain temps, puis hop, remisée et oubliée. Et face à cette redécouverte en 1923, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi avec 7000 dessins? L'Académie fait appel aux meilleurs spécialistes des dessins de l'Ermitage de l'époque. Les noms importants sont Levinson Lessing, Jeremisch et Dobroklonsky. Ils passent des mois à examiner ce fonds gigantesque. Et leur verdict est... mitigé. Levinson Lessing écrira plus tard, de façon assez directe, que 90% de la collection, c'était du rebut. Des copies médiocres, des dessins d'amateurs, ce genre de choses. Ah oui, carrément. Mais
Au milieu de cette masse, ils identifient quand même des perles, des œuvres de très haute qualité. Alors l'Ermitage, qui avait beaucoup de gravures rares dont l'Académie avait besoin, organise un échange. Environ 2000 dessins, jugés les plus intéressants de la collection Betskoy, rejoignent l'Ermitage. Et des gravures font le chemin inverse. Les quelques 5000 dessins restants, eux, sont toujours conservés à l'Académie aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils restent assez peu étudiés. Cette histoire de rebut et de perles mélangées, c'est quand même étonnant. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi cette collection Betskoy était si hétéroclite? Il y a une hypothèse qui est assez plausible, même si on n'a pas de preuve formelle. Betskoy n'était pas un grand connaisseur en art, hein, mais il avait cette mission de l'impératrice, doter l'Académie. On pense qu'il a peut-être acheté en très très grande quantité à Paris. Peut-être en vidant les fonds de tiroirs de marchands ou d'ateliers, le bruit aurait couru qu'un noble russe achetait tout ce qui ressemblait à un dessin. Et du coup, on lui aurait vendu absolument de tout. Des esquisses d'enfants, des études d'élèves, des calques usés. Le fond du panier, quoi. Voilà. Mais au milieu de tout ça, parfois sans que le vendeur ou même Betskoy n'en mesure la valeur, il y avait des chefs-d'œuvre, des Rembrandt, des Poussin, du Claude Lorrain, et même du très rare Lorrain, Jacques Bélanger. C'est une hypothèse savoureuse. Et parmi ces perles repêchées dans le lot Betskoy pour l'Ermitage, est-ce qu'il y a des exemples marquants pour la Renaissance allemande, justement? Oh que oui. Et pas des moindres. La pièce la plus célèbre de tout le cabinet des dessins allemands de l'Ermitage vient précisément de là. C'est la magnifique Madone à l'enfant d'Albrecht Dürer. Elle aussi, elle se trouvait dans ce fond Betskoy, anonyme, perdu au milieu de milliers d'autres feuilles. Incroyable. La Madone de Dürer était là, incognito. Mais comment elle a été identifiée? Heureusement, l'œil expert de Mikhail de Bruklinski l'a repérée, dès les années 1920, lors du premier Grand Tri. Il a immédiatement reconnu la main incomparable de Dürer. Et il a même proposé une datation très juste, autour de 1515, en se basant uniquement sur le style. À ce moment-là, il ne connaissait pas encore la fonction précise de ce dessin. Et les recherches suivantes, elles ont permis de comprendre à quoi servait ce dessin? Oui, et c'est là qu'on touche à la dimension monumentale de l'art de Dürer. Des recherches, menées notamment par des spécialistes étrangers, ont montré que ce dessin n'est en fait qu'un fragment d'un immense carton préparatoire. Un carton, c'est un dessin à l'échelle 1, souvent fait pour préparer une fresque ou un vitrail, et celui-ci devait mesurer à l'origine plus d'1,20 m de hauteur. 1,20 m. Un carton? Pour quelle œuvre alors? Pour un vitrail monumental commandé en 1115 pour l'église Saint-Sebald de Nuremberg, la ville de Dürer. Ce vitrail existe toujours, il est connu sous le nom de Pfennigfenster. Le dessin de l'Ermitage correspond exactement à la Vierge et à l'enfant qui forment la partie centrale du vitrail. Ça confirme bien que Dürer en est le concepteur, même si la réalisation technique du vitrail, elle, a été confiée au maître verrier Veit Hirsvogel. D'accord. C'est donc un fragment sauvé d'un très grand dessin. On imagine que le reste du carton, vu sa taille, son usage, il a été perdu ou détruit. C'est le plus probable, oui. Ces grands cartons, c'était des outils de travail, ils s'usaient, ils étaient abîmés. Ce qui est remarquable, par contre, c'est la manière dont ce fragment a été découpé. La personne qui a choisi de ne garder que cette partie, elle a fait preuve d'un sens de la composition assez exceptionnel. Le cadrage est audacieux, presque asymétrique, mais il concentre toute l'attention sur l'interaction mère-enfant. Ça crée une image d'une puissance rare. Et la technique de Dürer sur ce fragment, c'est quoi, non? C'est du fusain, un médium que Dürer aimait beaucoup pour ses grands cartons. Le fusain, ça permet de travailler vite, sur de grandes surfaces, avec des traits larges, veloutés, mais ça permet aussi d'obtenir des noirs très profonds. Et regardez la force qui se dégage de ce dessin. L'énergie dans le tracé, la finesse presque nerveuse des doigts de la Vierge, l'intensité de son regard baissé vers l'enfant, la vivacité, presque la turbulence du petit Jésus. Tout ça est rendu avec une maîtrise époustouflante. C'est un pur chef-d'œuvre graphique, vraiment. Après Wolgemut et Dürer, on pourrait penser que les grandes découvertes dans ces fonds anciens sont un peu terminées, mais l'histoire de la collection Betskoy réserve encore des surprises, n'est-ce pas? Il reste des choses non étudiées. Tout à fait. Sur les quelques 2000 dessins de Betskoy qui sont entrés à l'Ermitage, seule la moitié environ a été intégrée aux collections principales, c'est-à-dire classées, étudiées, montées sur carton. Il reste donc à peu près 1 millier de feuilles qui sont conservées à part, dans des boîtes, souvent non montées. C'est une sorte de réserve. Oui, un champ d'exploration permanent pour les chercheurs du musée. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces boîtes aujourd'hui? Toujours des trésors potentiels qui attendent? Bon, il faut être réaliste, hein. La majorité de ces feuilles, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre de premier plan.
On y trouve par exemple des études anonymes de draperie, peut-être italiennes de la fin du XVe ou début XVIe, ou alors une copie ancienne d'après Luca Cambiaso. C'est ce peintre génois du XVIe avec un style très particulier, un peu cubiste avant l'heure. Ce n'est pas un original de Cambiaso, mais c'est une trace de son influence, un dessin fait par un élève, un suiveur. Et surtout, tous ces dessins ont une valeur documentaire importante. On sait qu'ils datent au plus tard de 1767, date de leur arrivée en Russie avec Betskoy. Ça donne une date limite. Mais parfois, au milieu de ces feuilles peut-être plus modestes, une pépite peut encore surgir. Une vraie découverte. Exactement, et c'est ce qui s'est produit très récemment, il y a moins de 10 ans. Le chercheur qui est à l'origine des informations dont on parle aujourd'hui examinait justement ces boîtes de dessins non attribuées du fonds Betskoy. Son regard a été accroché par une feuille représentant une crucifixion. La qualité du trait de plume était indéniable, d'une grande finesse, mais l'aspect général du dessin était étrange, presque brouillon, à cause d'un lavis noir assez épais qui suivait les contours de la figure du Christ. Un lavis noir. Oui, c'est sans doute cette apparence un peu ingrate qu'il avait fait écarter lors des tris précédents. On s'était dit, bon, c'est bizarre, on met de côté. C'est vrai que c'est inhabituel. Et alors, cette crucifixion, l'enquête a donné quoi? Après une étude très poussée, en comparant le style à d'autres œuvres connues, l'attribution est tombée. Et elle est de première importance. Luca Cranach l'Ancien. Cranach. Carrément. Oui. L'un des 3 géants de la Renaissance allemande, avec Dürer et Holbein. Cette attribution, elle est aujourd'hui acceptée par les grands spécialistes internationaux de Cranach. C'est tout simplement la première œuvre graphique de Cranach jamais identifiée dans une collection russe. On pensait qu'il n'y en avait aucune. C'est une découverte majeure. C'est incroyable. Mais alors, ça soulève une question importante. Pourquoi ce lavis noir si particulier? Quelle pouvait être sa fonction? C'est la grande énigme de ce dessin. Techniquement, le travail en dessous, à la plume, à l'encre brune, il est d'une précision remarquable. L'expression du Christ est poignante, hein. Les bras douloureusement étirés, les pieds cloués. Le lavis noir, même s'il paraît étrange, il semble tout à fait intentionnel. Il donne une sorte de relief, il accentue la silhouette. L'hypothèse le plus probable, c'est qu'il ne s'agit pas d'un dessin préparatoire pour une peinture, mais pour une sculpture. Une sculpture en haut relief. Ah, La composition est très resserrée, avec la Vierge et Saint Jean vraiment collés à la croix. C'est typique des groupes sculptés de cette époque en Allemagne. Cranach, il ne sculptait pas lui-même, mais il fournissait des dessins aux sculpteurs. Et ce lavis noir aurait alors servi à clarifier les contours, à indiquer les volumes de manière très nette, pour l'artisan qui allait traduire ça en bois ou en pierre, sans ambiguïté possible. Pisez pas, il y a eu une autre découverte de Cranach juste après. Oui, le chercheur, encouragé par cette première trouvaille incroyable, a réexaminé d'autres feuilles anonymes du même fonds Betskoy et il a identifié un second dessin de Luca Cranach l'Ancien, une scène des fiançailles mystiques de Sainte Catherine. Le style est un peu différent, plus graphique, mais la main de Cranach est bien là, reconnaissable. Et ce second dessin, on sait à quoi il servait? À un autre modello? Ou autre chose? Probablement pas un modèle au sens strict, parce qu'il ne correspond exactement à aucune peinture connue de Cranach sur ce thème. Et pourtant, il a traité ce sujet plusieurs fois. Par contre, le dessin est très détaillé, très fini. On pense qu'il s'agissait plutôt d'un projet pour une peinture. Peut-être une commande qui n'a jamais abouti ou dont la version peinte est perdue. Sa finition très poussée suggère qu'il était peut-être destiné à guider les assistants de l'atelier de Cranach. Cranach avait un grand atelier très productif et il fournissait souvent des dessins très précis à ses collaborateurs pour qu'ils réalisent les peintures en suivant fidèlement ses idées. C'était une sorte de modèle pour l'atelier. 2 dessins de Cranach sortis de l'oubli il y a moins de 10 ans. C'est vrai que ce sont des ajouts spectaculaires pour la collection de l'Ermitage. Finalement, si on fait un peu le bilan de ce parcours, on est parti d'albums de collectionneurs du XVIe siècle, on a exploré les combles poussiéreux de l'Académie des Beaux-Arts, et on a vu ressurgir des œuvres majeures de Wohlgemuth, le maître de Dürer lui-même, et de Cranach, tout issu de fonds anonymes ou de contextes un peu inattendus. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Ça illustre magnifiquement comment la recherche patiente, l'œil exercé, continue d'enrichir nos musées et de réécrire par petites touches l'histoire de l'art, non? Absolument. C'est une excellente synthèse. Ça nous rappelle que les collections des musées, ce ne sont pas des sanctuaires figés où tout est connu, catalogué une fois pour toutes, loin de là. Ce sont des organismes vivants, en fait, des terrains d'enquête, de découverte permanents. L'histoire de l'art, c'est une discipline dynamique qui se nourrit constamment de ce travail au contact direct des œuvres.
de ces réattributions, de ces nouvelles compréhensions de leurs fonctions, de leur contexte. C'est un processus continu. Et ça nous laisse songeurs, hein, finalement. Combien d'autres trésors, peut-être pas aussi spectaculaires que cela, mais combien d'autres dessins, d'autres fragments d'histoire dorment encore, incognito, dans les réserves des musées, dans des archives oubliées, ou même dans de vieux portefeuilles de famille à travers le monde, attendant simplement qu'un regard curieux et informé vienne les réveiller un jour.